Voilà. Bonsoir, bienvenue. Alors ce soir, nous plongeons dans l'histoire de la Suisse, dans un des symboles les plus connus de notre histoire, la garde suisse pontificale. On reste dans les costumes, mais pas à la Germanier, hein, c'est-à-dire qu'on fait un saut extraordinaire de Germanier au XVIe siècle. Et pour présenter notre orateur, Jean-Pierre Roth, Imad Hatem, qui est un des fondateurs de cette fondation pour la garde pontificale, va le présenter. Merci François de me faire l'honneur de présenter Jean-Pierre Roth. Jean-Pierre Roth, il a étudié et enseigné. Oui, ça je dirais, je ne mettrai pas cette fois. Il a étudié et enseigné l'économie à la prestigieuse école des hautes études internationales. Il a présidé la Banque nationale suisse pendant une période terrible, les subprimes et le sauvetage de l'UBS. À ce titre, il a été gouverneur du Fonds monétaire international et il a présidé la Banque pour les règlements internationaux. À sa retraite en 2010, Jean-Pierre a été élu dans de nombreux et prestigieux conseils d'administration. Je citerai que les plus importants: Nestlé, la Swiss Re, la Banque cantonale de Genève, Swatch et la Rabobank. Tout ça, vous pouvez le lire dans l'Internet. Mais ce que vous ne savez pas, et ça, c'est qu'on était ensemble à Saint-Maurice, ça c'est vrai. Mais il y a quelque chose encore de plus important. Jean-Pierre, malgré sa charge de travail énorme, s'est engagé dans des activités non lucratives, résolument, avec générosité et grand succès. J'en citerai que deux: la restauration du trésor de l'abbaye du collège de Saint-Maurice. Jean-Pierre y a étudié dans son collège, comme vous le savez, et il y a récolté à peu près 7 millions pour cet effet. De plus, quand il a rejoint la garde pontificale, la Fondation pour la garde pontificale suisse au Vatican, il a décidé d'entreprendre un travail énorme, à savoir la restauration, la rénovation de la caserne de la garde pontificale suisse au Vatican. Voilà, il l'a présidé depuis ses débuts, et en moins de 3 ans, il a récolté 45 millions de francs. C'est absolument remarquable. Il va vous en parler maintenant. Il nous manque encore de l'argent. Non, je sais, on va y travailler. J'aimerais dire encore une autre chose. Il est valaisan. Il y a son épouse qui est là. Bonsoir Floriane. Il a 3 enfants. Et je vous remercie vraiment de l'applaudir pour lui souhaiter la bienvenue. Merci Imad. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci François, merci Imad pour cette introduction très, très amicale, et merci à vous tous, à vous toutes d'être présents ce soir pour cette présentation. J'aimerais juste corriger encore 2 choses. Non, une précision tout d'abord. Pourquoi ai-je eu autant de facilité à trouver ces fonds pour le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice, maintenant pour la caserne? C'est qu'il y a un secret. Je suis parti avec la planche à billets de la BNS. Mais à part cela, une petite correction. Dans l'invitation, on m'a présenté comme le président de la Fondation pour la garde suisse pontificale. C'est Ruth Metzler qui est la présidente. Moi, j'en suis simplement un membre. Je suis président de la Fondation pour la rénovation de la caserne. C'est une fondation séparée de la Fondation pour la garde suisse pontificale. Voilà, juste qu'il n'y ait pas de confusion et que je ne prenne pas le titre de Ruth Metzler. On risquerait d'avoir des incidents diplomatiques. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter cette garde suisse pontificale, et je crois qu'avant de vous exposer ce qu'elle fait aujourd'hui, il faut faire un peu d'histoire. D'où vient cette garde suisse pontificale? Il faut remonter au début du XVIe siècle. À 1505 exactement, le pape Jules II écrit à la Diète suisse pour lui demander de mettre à sa disposition des troupes, 200 soldats, afin d'assurer sa défense. Et la Diète a répondu favorablement, puisque vous savez qu'à l'époque, Suisse, pays pauvre, son seul produit d'exportation, c'était ses biceps, sa main-d'œuvre. Les Suisses étaient volontiers mercenaires dans les troupes à l'étranger parce qu'il n'y avait pas de travail dans le pays.
Et la Diète suisse accepte de fournir 200 mercenaires à disposition du pape pour assurer sa défense. Et c'est en 1505 que les premiers gardes suisses sont arrivés à Rome pour assurer la défense de Jules II. 1512, quelques années plus tard, ils ont été honorés d'être déclarés défenseurs de la papauté parce qu'ils ont assuré la défense du pape contre Louis XII, roi de France, qui avait à ce moment-là, dans des guerres contre les États pontificaux, attaqué le Vatican. Mais c'est en 1527 qu'est arrivée la date qui est la date de référence de la garde suisse pontificale, parce que 1527, c'est le sac de Rome. Le sac de Rome, c'est l'attaque de Rome par les troupes espagnoles et le massacre des gardes suisses. 147 gardes suisses ont été massacrés lors du sac de Rome, mais 45 ont survécu et ont pu assurer la fuite du pape Clément VII du palais apostolique au château Saint-Ange par le Passetto, dont je vous parlerai tout à l'heure, ce passage surélevé qui lie le palais apostolique au château Saint-Ange où pouvait se réfugier le pape en cas d'attaque. Donc 1527, le 6 mai 1527, sac de Rome, c'est une date très importante pour la garde. C'est pour cela que chaque année, le 6 mai, se déroulent les cérémonies d'assermentation des nouveaux gardes qui prêtent serment de donner leur vie pour la défense du Saint-Père. Voilà un peu d'histoire, l'introduction de cette garde suisse qui finalement est en poste depuis plus de 500 ans, ce qui fait que ça n'est pas simplement la plus petite armée du monde, mais c'est peut-être une des plus anciennes institutions militaires au monde qui ait subsisté au fil des siècles sans changer de nature, puisque la garde suisse d'aujourd'hui, c'était la garde suisse de 1505 déjà. Voilà pour mon introduction historique, et faisons maintenant, voyons quelles sont les missions de la garde. Les gardes suisses, on les voit comme des hallebardiers magnifiquement habillés qui défendent stoïquement avec une hallebarde les entrées du Vatican. Fondamentalement, c'est la partie visible, mais la partie cachée, ce sont des gardes du corps. Les gardes suisses sont formés comme gardes du corps puisque leur mission, c'est d'assurer la sécurité du Saint-Père et du palais apostolique. Ce ne sont pas les gendarmes du Vatican, ils n'ont pas la surveillance de tout ce qui se passe dans la cité du Vatican, ils sont spécifiquement en mission pour défendre le pape lui-même et sa résidence, c'est-à-dire le palais apostolique. Ils sont donc avec le Saint-Père lors de ses voyages, ils contrôlent bien sûr toutes les entrées du Vatican qui sont stratégiques et qui mènent vers le cœur où se trouve le pape ou les cardinaux. Et ils ont aussi cette fonction qu'on ne connaît pas mais qui est très importante en cas de ce qu'on appelle en termes techniques et diplomatiques de vacance du siège apostolique. Qu'est-ce que la vacance du siège apostolique ? C'est la période où le pape est mort et puis il n'y a pas de nouveau pape. Ça s'appelle la vacance du siège apostolique. En période de vacance du siège apostolique, ils doivent assurer la sécurité des cardinaux, puisque les cardinaux doivent se réunir en conclave pour élire le nouveau pape, et ce sont les gardes qui assurent que ces cardinaux soient à l'abri, enfermés dans le palais apostolique, en vue de procéder à l'élection sans intervention extérieure. Vous savez que dans l'histoire, les cardinaux étaient dans le palais apostolique, étaient logés dans le palais apostolique. Le palais apostolique, c'est un palais Renaissance, avec des corridors fantastiques, Michel-Ange, Raphaël, des choses absolument extraordinaires à voir. Et dans ces corridors, on construisait les lits, comme à Saint-Maurice, on avait les dortoirs. Hein. On construisait les dortoirs nécessaires pour loger tous les cardinaux dans le palais apostolique, et ils étaient enfermés et ne pouvaient pas sortir, aucun contact extérieur. Lorsque commence le conclave, un des prélats, je ne sais plus quelle est sa fonction, dit extra omnes, que tous les hommes quittent les lieux,
il n'y a plus que les cardinaux qui restent à l'intérieur de la chapelle Sixtine pour procéder à l'élection, et ils vivaient à l'intérieur du palais apostolique. Jean-Paul II, ayant été élu, et le conclave, pendant son conclave, il y a eu 3 morts parce que les conditions de vie dans ce palais apostolique n'étaient pas les meilleures et certains cardinaux très âgés n'avaient pas survécu à cet exercice, a décidé que ce n'était pas tout à fait correct de loger les cardinaux dans cette situation-là. Donc il a décidé d'aménager un bâtiment en hôtel à l'intérieur du Vatican qui s'appelle la Domus Santa Marte. C'est un hôtel où habite le pape aujourd'hui, parce qu'il a refusé d'habiter ses appartements pontificaux. Il habite une chambre d'hôtel, où je vais loger aussi si Florian ne m'accompagne pas à Rome, parce que c'est plus simple pour moi, je suis directement dans la cité du Vatican. Une chambre très simple, un lit en fer, une croix, un petit pupitre, une petite télé, puis une petite douche à côté. Voilà pour 120 € la nuit. C'est là que je loge quand je suis seul au Vatican. C'est la Domus Santa Marte. Et cette Domus Santa Marte, en cas de conclave, elle est transformée en hôtel pour loger tous les cardinaux. Mais comme cet hôtel est en dehors du palais apostolique, il faut assurer que, en sortant du palais apostolique et en allant à l'hôtel, les cardinaux n'aient aucun contact extérieur. Alors, d'après ce que j'ai entendu, au moment où ça se déroulera, la garde suisse assurera l'isolement des cardinaux de telle sorte qu'ils quittent un bâtiment et rejoignent l'autre sans avoir aucun contact extérieur. Ils doivent aussi, d'après ce que j'ai entendu, leur remettre tous leur téléphone portable, comme on le fait maintenant dans les collèges habituellement. Voilà, la mission de la garde suisse, c'est vraiment la mission de garde du corps du pape et du palais apostolique et du lieu de décision du Vatican en cas de vacance du siège apostolique. Alors, ces gardes, vous savez, ce sont tous des hommes, puisque la garde n'est pas encore ouverte à l'engagement de femmes. Ce sont des citoyens suisses, catholiques, entre 18 et 30 ans, célibataires. Ils doivent être au moins avoir 174. Moi, je ne pourrais pas parce qu'il me manque 1 centimètre. Il faudrait au moins 174 cm. Sportifs, de bonne réputation. Et ils doivent avoir fini leur formation militaire au niveau de l'école de recrues et fini aussi leur formation scolaire, c'est-à-dire qu'ils doivent sortir non pas avec un certificat de fin d'études, mais avec une fin d'apprentissage ou une maturité. Et très souvent, on trouve aussi des gardes qui sont en première année d'université, qui font une pause et qui ne savent pas très bien s'ils veulent. C'est un moment un petit peu de réflexion et de pause pour nombre de ces jeunes. Et ils doivent s'engager pour 26 mois au moins, c'est la durée minimale du service. En général, ils restent entre 24 et 36 mois, donc entre 2 et 3 ans, si bien que la garde est renouvelée chaque année de 1/3. Tous les 6 mai, on retrouve 1/3 de l'effectif qui doit être renouvelé parce qu'un tiers est parti dans les mois précédents. Alors voici les effectifs. Ils sont grosso modo, aujourd'hui, l'effectif normal c'est 135. Ils étaient 110 il y a 10 ans, ils sont 135 maintenant. Le pape a reconnu qu'il y avait besoin de plus de gardes pour assurer la sécurité et une meilleure organisation du service. Alors c'est une armée militaire, c'est des militaires avec un colonel, c'est comme un régiment, un colonel, un lieutenant-colonel. Au niveau du commandement, il y a aussi un chapelain. Il a le même rang hiérarchique que le commandant de la garde. Ensuite, les structures habituelles d'une troupe avec une centaine d'halbardiers. Les halbardiers, ce sont les soldats. Et là, vous avez la photo en haut à droite du commandant Christophe Graff. Au centre, vous avez Loïc Rossier qui est le vice-commandant, le lieutenant-colonel et le chapelain. Alors, le commandant Graff est un Lucernois. Loïc Rossier, lui, avait une responsabilité importante dans la police vaudoise avant de prendre cette fonction.
Alors, cette garde, quand on parle de la garde suisse, très souvent on dit bon, ben, la garde suisse, c'est les Suisses. Fondamentalement, la garde est totalement financée par le Vatican. La Suisse officielle ne paye rien du tout pour la garde suisse. La Suisse bénéficie de la publicité du mot suisse et de la confiance qu'on voit dans ces gardes, mais la Suisse officielle ne contribue pas au financement de la garde suisse pontificale. La garde est logée et soldée par le Vatican, plus particulièrement par le Saint-Siège, parce que j'ai découvert ça aussi dans mes transactions avec le Vatican, que moi je parlais toujours du Vatican. Un jour, le cardinal m'a dit, mais attendez, le Vatican, ça n'existe pas. Il y a le Saint-Siège, c'est le pape, le secrétaire d'État et le collège des cardinaux, et il y a la cité du Vatican, c'est les administratifs. Et la garde dépend du Saint-Siège, parce que ça dépend du pape directement, donc ils sont directement placés sous l'autorité du cardinal Parolin, secrétaire d'État, numéro 2 du Vatican, à la tête du Saint-Siège. C'est lui qui les solde, qui les loge, on les forme, on maintient les infrastructures, c'est joli, maintenir les infrastructures, c'est-à-dire qu'il redonne de temps en temps des coups de peinture, mais fondamentalement, rien n'est maintenu correctement, en tout cas pas à la Suisse, comme on pourrait dire, entre guillemets. Le maintien des bâtiments, c'est le problème que rencontrent les gardes aujourd'hui dans leurs conditions de logement. Donc, pas de soutien de la Confédération suisse, pas d'argent officiel de la Suisse. Il y a des collaborations qui s'établissent entre militaires, c'est-à-dire le commandant de la garde, la police tessinoise, le département militaire fédéral. Il y a des collaborations qui s'établissent, mais comme s'établissent entre militaires. Mais il n'y a pas de soutien financier direct de la Confédération. En revanche, et je mentionnais tout à l'heure que c'est Ruth Metzler qui la préside, il y a une fondation pour la garde qui est là pour soutenir les gardes dans leurs besoins sociaux, les aider à payer la scolarité à l'école suisse de Rome, qui n'est pas gratuite. C'est la fondation pour la garde qui assure le paiement des allocations familiales, parce qu'au Vatican, ils n'avaient pas réalisé que dans un pays, normalement, il y a des allocations familiales. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des enfants. Et les gardes suisses, c'est le groupe d'étrangers le plus important qui réside sur le sol du Vatican. Il n'y a aucun groupe, les Suisses, 135 Suisses, c'est le groupe le plus important sur le sol du Vatican. Les Vaticanais, ils habitent tous en ville de Rome, mais sur le sol du Vatican, c'est les Suisses. Alors, il y avait les employés, vous avez peut-être vu dans la presse que les employés du Vatican ont quasiment fait grève, se plaignant des conditions sociales dans lesquelles ils travaillent, parce qu'il y a les doctrines sociales de l'Église, c'est très connu, tout ça, c'est Rerum Novarum, les doctrines sociales de l'Église, mais dans l'application, il me semble qu'il y a quand même des choses qui ne tournent pas tout à fait rond. Et je crois qu'ils n'ont pas encore très bien saisi quelles sont les responsabilités sociales d'un employeur, et notamment, il n'y avait pas d'allocation familiale, et c'est la Fondation qui, par son financement, assure le paiement des allocations familiales. De même que l'AVS, les gardes suisses sont des Suisses de l'étranger. Or, un Suisse de l'étranger qui veut rester affilié à l'AVS, à la sécurité sociale au premier pilier, doit payer sa part et la part que paye normalement son employeur s'il est employé en Suisse. Mais comme il n'est pas employé en Suisse, il doit assurer lui aussi sa part. C'est 5,5 plus 5,5, ça fait 11% du salaire. Et comme les Suisses calculent les choses au plus juste, ils ont dit, oui, mais vous, garde suisse, votre salaire, ce n'est pas le SMIC italien que vous retouchez, parce que vous êtes nourri, logé. Donc, votre revenu effectif est beaucoup plus élevé que le SMIC italien. Vous devez payer l'AVS sur la base de votre revenu disponible, effectif, et non pas sur la solde que vous recevez. Donc, la plupart des gardes ne restaient pas affiliés à l'AVS, ce qui était regrettable parce qu'ils perdaient leurs années de cotisation, et cette fondation s'occupe de régler ce problème. Voilà, ça c'est pour les aspects sociaux. Venons maintenant à un autre aspect social, c'est la caserne.
Nous étions en 2016, j'étais membre de cette fondation pour la garde suisse qui s'occupe des problèmes sociaux, et le commandant nous dit « J'ai un gros problème. Le Saint-Père a décidé d'augmenter les effectifs de 110 à 135. Il veut libéraliser les règles de mariage des gardes, donc j'ai de plus en plus de familles. Je ne sais pas où loger les gardes. De plus, les conditions de logement dans lesquelles nous vivons sont désastreuses. Les bâtiments sont très mal isolés. On a très chaud en été, on a très froid en hiver, et il n'y a pas assez de place. Si je continue comme ça, j'aurai de plus en plus de peine à recruter de nouveaux gardes, parce qu'on ne peut quand même pas inviter les jeunes Suisses à venir vivre dans des conditions lamentables à Rome. Il faut que les choses soient au moins à la hauteur de nos casernes dans notre système helvétique. Donc il faut entreprendre quelque chose. Et c'est alors là, dans la Fondation pour la garde, nous avons dit oui, il faut maintenant entreprendre un projet de rénovation de la caserne pour permettre aux gardes de vivre dans des conditions qui correspondent aux normes actuelles. Et puis, cette fondation a dit c'est un projet trop ambitieux pour nous, Fondation pour la garde, il faut faire une fondation spéciale. Et puis Couchepin a dit bon, Jean-Pierre, tu t'en occupes. C'était un peu comme ça. Et puis voilà, et j'ai pris la responsabilité de cette nouvelle fondation appuyée par des spécialistes de l'immobilier, de la finance et des gens qui sont versés dans ce genre de problèmes qui ne sont pas les mêmes que les membres de la Fondation pour la garde qui s'occupent des besoins sociaux. Ça, c'est la caserne actuelle. Alors à gauche, vous avez la vue d'oiseau. Vous voyez que ces trois bâtiments qui sont le bâtiment de droite, qui a un toit complètement uni, c'est le bâtiment qui est limitrophe de l'Italie. La rue à droite, c'est l'Italie, et le bâtiment, c'est la frontière. Donc cette caserne est sur la limite de la frontière entre la Cité du Vatican et l'Italie. Et les trois bâtiments, les deux bâtiments presque collés l'un à l'autre, là où logent les halbardiers, les sous-officiers, le bâtiment un peu plus important à gauche avec un toit plus clair, c'est le bâtiment de l'administration et les appartements pour les officiers et les familles, mais c'est beaucoup trop petit. Et ce bâtiment rond à gauche, c'est la Banque du Vatican. C'est une tour, mais c'est la Banque du Vatican, juste pour vous familiariser. Et ce que vous voyez, alors je dois me lever, j'espère que j'arriverai à vous le montrer comme ça. Ce que vous voyez en bordure ici, ce mur avec ces deux tours, c'est le Passetto, ce passage qui lie le palais apostolique ici à ma gauche au château Saint-Ange qui est à peu près 1 kilomètre sur ma droite. Et ce chemin qui est une muraille avec deux tours et une porte au milieu, c'est ce qu'on appelle le Passetto, le chemin de fuite par lequel Clément VII a fui lors du sac de Rome. La porte que vous voyez sur la photo de droite, c'est Porta Sant'Anna, qui est une des portes principales d'accès au Vatican et qui est sous contrôle de la garde suisse. Alors, quelques photos de l'état du bâtiment à l'intérieur qui illustraient rapidement l'état dans lequel se trouvent les lieux. C'est pas... non, c'est plein de dangers d'incendie, c'est insalubre. On peut pas. Nous avons dit aux responsables du Vatican, mais vous avez des risques énormes dans ce bâtiment et vous êtes responsable. Si vous n'entreprenez rien, si rien n'est fait, il y a des risques à habiter ces bâtiments. Regardez les conduites techniques dans lesquelles passent les câbles qui sont moitié inondés de temps en temps parce qu'il y a énormément d'infiltration d'eau souterraine. Mais les ecclésiastiques, ça ne les intéresse pas, ces questions-là. Et les militaires que sont les gardes sont respectueux de la hiérarchie, donc ils n'osent pas protester. Parce qu'un militaire obéit. Un militaire n'est pas un syndicaliste, il ne va pas réclamer, il va dire « oui, j'obéis ». Donc les militaires, finalement, ils ne vont pas eux-mêmes plaider leur cause. Ils vivent dans les conditions qu'on leur donne.
Alors, les buts du projet. Buts de projet, nous les avons définis en 2016-2017 avec la garde. C'était bien entendu augmenter les surfaces disponibles, puisqu'on augmentait les effectifs, il n'y avait pas assez de place pour les appartements et les familles. Mettre à niveau les standards techniques. En fait, c'était surtout améliorer le bien-être de la garde. La garde, la caserne, c'est un petit peu comme une maison d'étudiants. C'est un cadre dans lequel des jeunes vont vivre loin de leur famille pendant des mois. Les casernes en Suisse, c'est pas la même chose. Les Suisses, le week-end, ils sont à l'école de recrue, ils rentrent à la maison. Mais là-bas, ils ne rentrent pas à la maison, ils sont sur place. Donc c'est plus une maison d'étudiants qu'une caserne. Et ça a joué un rôle important dans le choix de notre projet. Lorsque nous avons lancé le projet, nous avons dit il nous faut maintenant trouver des architectes nous permettant de réaliser ici quelque chose qui soit un véritable cadre de vie. Alors nous avons bien sûr commencé à chercher mais qui peut nous aider parce que notre fondation n'était pas capable de faire. Il fallait faire un projet, il fallait venir au Vatican avec des plans, une idée. Alors on a demandé une expertise d'abord de l'état des bâtiments. Nous avons cherché un bureau d'architectes et nous n'avons pas pu avoir le luxe de faire un concours, nous n'avons pas non plus approché des stars de l'architecture suisse, Herzog et de Meuron ou Botta. Au Vatican, c'est comme un petit peu, je parle là aux anciens ambassadeurs, c'est comme vis-à-vis du Conseil fédéral, il faut toujours arriver avec humilité. Au Vatican, il faut arriver avec humilité. Il ne faut pas arriver avec arrogance parce qu'ils disent les meilleurs c'est nous. Donc on a dit on veut arriver avec humilité. Et on a fait une recherche d'architectes et nous sommes tombés sur un bureau d'architectes absolument extraordinaire, Durish Nolli de Massagno. Durish Nolli, bureau d'architectes qui a eu comme expérience la rénovation du tribunal pénal fédéral de Bellinzona, donc un bâtiment de sécurité, l'expérience de construire des maisons d'étudiants, expérience de rénover des bâtiments historiques. Et Madame Durish était membre de la commission fédérale des monuments historiques. Et ensuite, dernière qualité qu'on a découvert, mais qui me paraît maintenant essentielle, il parle italien. Et si on ne parle pas italien au Vatican, on est perdu, parce qu'il ne parle qu'italien. Même avec moi, les hauts niveaux parlent toujours français. Mais autrement, ils ne parlent pas. Et puis l'anglais extrêmement basique, ils parlent qu'italien ou espagnol. Mais là, espagnol, ce n'est pas notre langue familière. Italien. Alors là, c'était un choix extraordinaire et le contact s'est établi très rapidement entre le Vatican et les architectes parce qu'ils se sont compris, ils avaient l'impression qu'ils faisaient partie de la famille. Et puis enfin, nous savons en Suisse qu'il y a une tradition architecturale entre le Tessin et Rome. Borromini, qui était sur le billet de 100 francs alors que j'étais encore en poste à la BNS, le grand architecte tessinois à Rome, qui a laissé tellement de monuments marqués par son architecture. Donc ces architectes tessinois sont passionnés, parce qu'eux, tessinois, construire à Rome, c'est l'œuvre de leur vie. Donc ils sont extraordinairement motivés. Alors ils ont fait d'abord une analyse des bâtiments avec le bureau d'ingénieur Puskás de Bâle, j'ai un blanc là, de Bâle, qui est pas le dernier, c'est lui qui a fait tous les calculs techniques pour le nouveau pont de Gênes. Donc un très bon bureau, ils ont vraiment pris les meilleurs. Ils ont fait l'étude des bâtiments et ils sont arrivés à la conclusion très claire, c'est impossible de rénover ces bâtiments, leur état est tellement catastrophique, les matériaux utilisés qui datent du 19e siècle sont tellement de mauvaise qualité, on ne peut pas simplement réaménager les lieux, on n'aura jamais la possibilité de gagner les espaces nécessaires. On est obligé de détruire et reconstruire pour avoir plus d'étages sur le même espace. L'idée, c'est qu'il faut construire sur le même footprint, comme on dit en anglais, sur la même empreinte au sol,
de telle sorte qu'on n'aille pas creuser à gauche et à droite, on risquerait de trouver des choses qu'on n'a pas envie de trouver au Vatican. Donc il faut rester sur l'espace de la caserne actuelle, parce qu'elle a déjà les sous-sols, et construire une nouvelle caserne à cet endroit-là. Et on est venu en 2018 avec un premier projet que j'ai présenté au cardinal secrétaire d'État, le cardinal Parolin, en disant, ben voilà, à gauche, c'est les bâtiments actuels, et vous voyez en vertical ce chemin avec ces deux tours, c'est le chemin du Passetto, ce mur d'enceinte qui est le chemin de fuite qui lie le palais apostolique au château Saint-Ange. Et les architectes ont prévu de réaménager les lieux en liant les bâtiments, dégageant le Passetto pour le mettre en valeur, de telle sorte qu'on fasse plus d'étages et on n'est plus. Donc un projet très élégant. Alors je suis venu avec ce projet, alors, le cardinal Parolin, qui est un personnage, je ne sais pas, extraordinairement cultivé, et qui me dit, mais monsieur Roth, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On en discute quand on aura l'argent. Je dis, écoutez, on s'en occupe. Et c'est là, en 2018, que nous avons mis sur pied un comité de patronage présidé par Doris Leuthard pour mener la recherche de fonds en Suisse. Et on a commencé à l'automne 2019. Et effectivement, comme Imad le disait tout à l'heure, quelques années plus tard, en dépit de l'interruption Covid, nous avons grosso modo réuni les fonds nécessaires. Donc, et nous avons approché très largement toute la collectivité catholique, les cantons, la confédération, les villes, les entreprises, et la réaction a été extraordinairement positive. Les Suisses sont fiers de la garde suisse. Qu'on soit catholique ou protestant, n'importe peu. Les Suisses sont fiers parce qu'ils se rendent compte que c'est une image de marque. Les étrangers qui viennent à Rome, ils voient des gardes suisses. Ces Suisses, ils sont là parce qu'on fait confiance à la Suisse. Ils sont neutres, on leur fait confiance, ils font bien leur boulot. Ils sont là, ils sont obéissants, ils font ce qu'on leur demande, ils remplissent leur mission. C'est une image de marque, le branding, comme on dirait, hein, extraordinairement positif et qui ne coûte rien du tout à la Confédération. Alors la réaction a été extrêmement positive du côté des collectivités catholiques, et pour moi c'est émouvant qu'ils voyaient arriver les fonds, de voir une paroisse m'envoyer 274 francs 15. Ils avaient fait la quête le dimanche, ils avaient réussi, et puis ils nous envoyaient 270. Mais il y a tellement de dons. En revanche, il y a eu des choses extraordinairement généreuses. Et je dois dire que ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a eu une réaction extrêmement positive de communautés, de personnes qui sont des Suisses de souche récente. C'est-à-dire des gens qui sont établis en Suisse, qui ont pris leur passeport suisse, qui ont pris la nationalité suisse, disent nous n'avons rien, nous n'avons pas fait de service militaire, nous n'avons pas, mais nous voulons exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de ce pays qui nous a accueillis, et ce qu'on appelle les secundo, hein, extrêmement positif, réagit de manière très positive. Et ça, je dois dire, c'était très touchant. Et c'était toujours des messages extrêmement touchants vis-à-vis de la Suisse. Alors, une des contributions les plus importantes, c'est la contribution de la Confédération. Et c'était mon petit côté de diplomate. Quand j'ai entendu que la Suisse allait fêter le centenaire des relations diplomatiques entre la Suisse et le Saint-Siège, c'est le Saint-Siège, j'ai dit, il faut marquer ça par quelque chose. Et j'ai approché le conseiller fédéral Cassis, je lui ai dit, mais on pourrait marquer ce 100e anniversaire par un cadeau de la Confédération pour la caserne. Et la Confédération, le Conseil fédéral, de sa compétence, a signé un chèque de 5 millions pour la reconstruction. Et je peux vous dire, et du côté des cantons, la réaction était très positive dans de nombreux cantons. Un peu plus de 4 millions sont venus des cantons. Et je peux vous dire, quand j'étais devant le cardinal secrétaire d'État et je lui ai dit « Éminence, le Conseil fédéral a décidé de mettre 5 millions dans la caserne », il a répondu « Ça change la nature du projet ».
parce que pour lui, c'est devenu une affaire d'État. Puis ce n'est pas simplement une fondation de donateurs, de généreux donateurs qui financent la reconstruction, c'est aussi la Suisse officielle par la Confédération, par les cantons, qui allonge 9 millions dans ce projet. Et ça donne à notre projet, vis-à-vis du Vatican, un poids beaucoup plus important, parce que c'est de l'argent public suisse, c'est l'engagement de la Suisse politique, donc c'est dans les relations diplomatiques entre la Suisse et le Vatican que se trouve maintenant cette caserne. Donc voilà, je reviens tout à l'heure sur le financement. Le projet, bien entendu, c'est à la Suisse, tout est fait à la perfection, avec les meilleurs standards écologiques, et vous savez qu'à Rome, l'écologie n'est pas quelque chose qui court les rues, donc nos architectes sont venus avec un projet où il n'y aura aucun air conditionné. Tout sera rafraîchi et solaire, il y aura consommation énergétique extrêmement réduite. Et là, c'est vraiment à la Suisse, c'est fait à la Suisse. C'est pour ça que la facture était aussi un peu à la Suisse. Alors, quelques idées sur les volumes. Vous voyez, on gagne grosso modo 25% en volume. On gagne énormément en appartements. On abandonne les dortoirs par des chambres individuelles et les chambres à deux, les recrues en chambre à deux, et les halbardiers en chambre individuelle, mais les sous-officiers, les officiers des studios et des appartements, de telle sorte qu'ils puissent avoir leur famille avec eux. Actuellement, il y a 25 enfants dans la garde suisse. 25 enfants. Et vous voyez dans la caserne les enfants qui courent entre les soldats. C'est vraiment une ambiance très particulière sur la caserne. Alors, quelques images de synthèse préparées par les architectes, voilà. Ils ont prévu que tous les bâtiments ne regardent pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur pour les isoler. Je crois que c'est... Voilà comment pourrait se présenter une chambre. Par rapport à aujourd'hui, c'est un luxe total. Mais tout est modeste. Alors, où en sommes-nous? Donc, je vous ai parlé de ce qui s'est passé dans les années dernières, les travaux des architectes, et nous sommes maintenant dans la phase de planification. Le projet a déjà passé un premier examen de l'UNESCO, parce que le Vatican fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, toute modification immobilière sur le territoire de la Cité du Vatican doit obtenir l'approbation de l'UNESCO. Donc, nous avons présenté le projet une première fois à l'UNESCO. L'UNESCO a été très favorable, et dans son rapport qui est disponible sur Internet, il y a une chose qui nous a fait extraordinairement plaisir. L'UNESCO a déclaré que la garde suisse faisait partie du patrimoine mondial immatériel. Ce qui nous donne bien entendu aussi une raison d'être supplémentaire qui donne une nature différente à notre dossier. Donc nous sommes maintenant dans la planification de détail. À la fin de cette année, nous devrions avoir les plans de détail avec la dernière approbation de l'UNESCO. Nous ne pensons qu'il n'y aura aucun problème parce que ce qui importe à l'UNESCO, c'est l'extérieur, et ça, ils l'ont déjà vu. Maintenant, c'est la planification de détail, l'intérieur, il n'y aura pas de problème. Et nous déboucherons alors sur un projet définitif qu'on appelle le permis de construire. Vatican, on m'a toujours dit, mais alors le permis de construire, en Suisse, on parle toujours du permis de construire. Permis de construire. Mais au Vatican, il n'y a pas de permis de construire. C'est le pape qui décide, je construis pas. Alors, il faut que quelqu'un un jour décide, je veux construire. Alors, voilà, on aura un moment le permis de construire. J'ai dit, moi, j'ai besoin d'un permis de construire parce que les donateurs, ils ont besoin d'un document. Alors, le cardinal m'a dit, écoutez, je vous fais une lettre. Ce jour-là, je vous fais une lettre disant qu'on a décidé de construire. Et c'est ça le permis de construire. Alors, c'est la planification et l'adjustication, la préparation des travaux. Les travaux ne pourront commencer qu'en 2026. Pourquoi? Parce que 2025 est une année sainte. Donc, une année sainte, c'est des millions de pèlerins qui viennent au Vatican. Et le commandant dit, moi, je ne peux pas être dans des baraques temporaires, être pas en capacité d'engagement, en pleine capacité d'engagement dans cette période où il y a tellement de visiteurs. Donc il faut vraiment
que je sorte de ma caserne uniquement en 2026. Donc on ne peut pas détruire la caserne actuelle avant 2026 parce qu'on ne peut pas déplacer la garde jusqu'à ce moment-là. Alors 26-29, c'est la période de destruction et chacun est prié aussi de penser qu'il ne faut surtout pas qu'on trouve quoi que ce soit dans le sol qui viendrait perturber les travaux, de telle sorte qu'en 2029, les travaux soient terminés avec une inauguration en 2030. Coûts de construction. Les coûts de construction, on a parlé des 50 millions, ça contient aussi 5 millions pour l'hébergement provisoire des gardes, mais le Vatican a décidé de prendre ces 5 millions pleinement à sa charge, donc nous ne parlons plus que de 45 millions pour la construction. Voilà, c'est le budget qui a été établi, mais soyons clairs, qui a été établi il y a 4 ans. Or, les prix sont montés, mais Thomas Jordan a travaillé pour nous, nos liquidités sont en francs suisses et les coûts sont en euros. Donc, alors le cours francs suisses euro a changé heureusement au cours de 4 ans, ce qui permet à ces 45 millions en euros d'être 49. Tandis qu'avant, ils étaient 42. Alors, la question qu'on me pose régulièrement, mais attendez, soyons sérieux. Pourquoi est-ce que le Vatican nous demande de financer cette caserne? Mais quand même, ils sont immensément riches. Mais réfléchissez maintenant un instant. Le Vatican, c'est un musée. Est-ce que vous avez déjà vu un musée financer ses investissements avec ses ressources propres? Tous les musées financent leurs investissements par les dons ou par les subventions publiques. Le Vatican a des ressources sous forme de l'entrée au musée, la Poste, la Banque du Vatican, mais les ressources courantes, et puis un patrimoine immobilier un peu décadent. Mais le Vatican n'a pas de ressources courantes, il dépend de dons. Donc quand il s'agit de faire des investissements d'importance, il recourt toujours à des dons. Et parce qu'aucun musée va vendre une gravure de Michel-Ange pour financer le nouveau musée, ça ne se fait pas. Alors ils le font, ils pourraient faire la même chose, ça ne se fait pas non plus là-bas. Donc il dit, on a besoin d'être aidés pour cet investissement. Alors c'est pour ça que nous sommes mis en route pour le fundraising, pour trouver les fonds. Les ressources courantes du Vatican ne sont pas à la hauteur d'un investissement de cette année. Et par ailleurs, la gestion financière du Vatican n'est pas la plus sophistiquée qu'on puisse trouver, donc je n'ai pas vu dans leur comptabilité beaucoup de fonds de réserve pour des rénovations, des choses comme ça. Je crois qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils vivent au jour le jour. C'est pour ça que pendant le Covid, ils ont de très gros problèmes parce qu'ils n'avaient plus d'entrée dans les musées, ils ont coupé les salaires. Ils vivent au jour le jour. Donc ils n'avaient pas de ressources, c'est pour ça que nous sommes mis. Et du côté suisse, il y avait une bonne motivation parce que la garde contribue à l'image positive de notre pays, elle incarne des valeurs auxquelles nous aimons bien nous identifier. Et donc il y a quelque chose qui... Si la garde suisse devrait disparaître, on considérait que ce serait une perte pour nous, pour la Suisse. Ce serait une perte d'image. Alors si on prend les choses de ce côté, ça vaut aussi la peine d'assurer une pérennité de cette institution. Et en contribuant à cette rénovation, en ayant de l'argent public dans cette rénovation, on contribue à la pérennité de l'institution. Merci pour votre attention. Qui a conçu le vêtement d'apparat des... Alors, c'est une légende de dire que c'est Michel-Ange. C'est je crois, un thérapon, si je me souviens bien. C'est juste ? Est-ce qui a conçu les costumes de garde, les uniformes, ces uniformes magnifiques? Alors on dit toujours c'est Michel-Ange, etc. En fait, je crois qu'ils ont été conçus vers 1920 par un thérapon qui était un garde ou qui était parce qu'ils ont un atelier de couture, tout est fait sur place, en s'inspirant des couleurs des Médicis, et c'est une création du début du XXe siècle. Mais alors vous avez des tas de gravures anciennes et ils sont toujours très beau. Mais là, actuellement, ça date des années 20.
inspiré des costumes anciens et avec les couleurs des Médicis. C'est bien réussi quand même, hein. C'est bien réussi. Alors les gardes nous disent toujours, ils sont pas très confortables parce qu'ils sont en été, c'est très chaud parce qu'ils ont. Et puis il dit, le problème c'est que les touristes nous arrachent les bandelettes. Je me garde un souvenir. Est-ce que les logements des gardes pendant la reconstitution, c'est dans le Vatican ou en dehors du Vatican? Alors, la question, madame, c'est l'hébergement provisoire des gardes pendant les travaux, oui. Et la deuxième petite question, c'est qu'on parle d'éventuellement, dans 5 ans, il y aurait des femmes gardes au Vatican. Et est-ce qu'il y aura des femmes gardes? Alors, la question des femmes gardes, c'est généralement la première question qu'on me pose quand je suis devant un auditoire suisse alémanique. La première question qu'on me pose, c'est quand est-ce qu'il y aura des femmes dans la garde? Alors, je réponds d'abord à cette phase. Alors, nous ne savons pas. Nous avons bien entendu posé la question au cardinal secrétaire d'État Parolin, mais est-ce qu'un jour il y aura des gardes? Tout est possible. Tout est possible. Alors, nous avons prévu la chose, nous avons tenu compte de cela en prévoyant que le bâtiment puisse être aisément aménagé pour avoir une section féminine. On peut très bien imaginer des femmes gardes, il y a des missions, il n'y a aucun problème, toutes les armées ont des femmes militaires. Je suis sûr que ça arrivera. Alors, au point de vue technique, il fallait pouvoir simplement prévoir. Avec des logements individuels et des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Et la première question, c'est où vont être logés les gardes pendant les travaux. Et alors là, c'est une affaire qui relève uniquement de la compétence du Vatican. Nous leur proposions de construire un petit village préfabriqué dans les jardins du Vatican, mais ils n'aiment pas tellement qu'on touche aux rosiers et aux fleurs dans les jardins du Vatican. Donc ils ont prévu d'aménager un ancien couvent qui est juste de l'autre côté ou en bordure du Vatican pour loger les gardes. Et les officiers et les familles les logent en ville dans les appartements dont dispose actuellement le Vatican. Ce qui n'est pas une situation tout à fait heureuse parce qu'il est clair qu'un corps de garde, d'intervention devrait être sur place. Alors il y aura un piquet qui sera logé en continu sur le sol du Vatican. C'est ce qui est prévu. Mais j'en sais pas plus. D'autres? Oui, monsieur. Oui, Monsieur le Président, merci pour votre présentation. Excusez-moi si ma question est éventuellement malvenue, mais je ne suis pas d'origine suisse, donc j'espère que ça ira quand même. Vous nous avez montré qu'aujourd'hui la garde pontificale faisait l'unanimité en Suisse. J'ai l'impression que historiquement, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, car au moment de la Réforme, j'ai cru comprendre que les protestants avaient des réticences pour le service des Suisses à l'étranger, au service d'État catholique, et surtout, évidemment, au service des États du pape. Notamment Zwingli, apparemment, a beaucoup critiqué ça. Alors, visiblement, ça a beaucoup évolué. J'en suis très heureux, personnellement. Est-ce que vous pensez que maintenant, c'est une question oubliée, c'est-à-dire que le service de Suisse au service du pape ne pose plus aucun problème, puis comment a-t-on pu en arriver à un tel changement? Alors, je répondrai très simplement à la question par non. Ça n'est pas réglé. Parce que dans mes contacts, mon dialogue, je sens quand même quelquefois des résistances. Mais tout ceci est fortement atténué. Mais ici, j'ai des anciens ambassadeurs. Il y a eu aussi tout un problème diplomatique entre la Suisse et le Saint-Siège. Parce qu'avoir des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, c'est que pour une Suisse protestante, avec les milieux protestants, ce n'était pas quelque chose d'évident. Donc il y a eu les relations diplomatiques, on en a fêté les 100 ans il y a 2 ans, elles ont été lentes à s'établir avec le Saint-Siège. Ensuite, il n'y avait pas d'ambassadeur résident au Saint-Siège, c'était un ambassadeur extérieur qui a aussi la responsabilité du Saint-Siège. Il était dans un état en Slovénie. Et maintenant, c'est il est au Vatican, il a ses bureaux à Rome, il est résident à Rome,
Et l'ambassadeur de Suisse en Italie, aucun ambassadeur en Italie n'a le droit d'être simultanément ambassadeur au Vatican. Le Vatican refuse la double accréditation si c'est l'ambassadeur du pays en Italie. Il faut que ce soit un ambassadeur extérieur. À nous, ça a été la Slovénie, ça a été l'Autriche, je crois, où il y avait toujours le job supplémentaire. Et voilà. Alors maintenant, il y a Madame Leingruber est ambassadrice de Suisse auprès du Saint-Siège complètement. Oui, une femme en plus. Mais les relations ont toujours été difficiles. Et il y a quand même des résistances encore religieuses. Vous savez, quand j'ai fait la tournée des cantons, les cantons à majorité clairement protestante ont avancé l'argument facile de la laïcité. Parce que finalement, vous connaissez le débat en France sur la laïcité, etc. À Genève, quand il y a eu une motion au Grand Conseil pour verser 50 000 francs pour la caserne, l'argument était « Ah oui, mais ça c'est contre la Constitution, parce que le canton de Genève est neutre du point de vue laïque. » C'est facile d'argument. La garde suisse n'a rien à faire, ce n'est pas une institution religieuse, c'est des soldats, c'est un corps de défense, c'est des militaires. Ils sont pas là, ce ne sont pas des religieux. Mais ils ont trouvé l'argument de la laïcité. Le canton de Vaud également. Canton de Neuchâtel, ces trois cantons-là se sont cachés derrière la laïcité. Et ça, c'est clairement un arrière-fond catholique protestant. Mais quand même, mais par ailleurs, des cantons réformés très généreux. Le canton de Zurich, très généreux avec le projet. Parce qu'ils se rendent compte que c'est la Suisse qui est représentée là-bas. Ce n'est pas une affaire religieuse, c'est le pays qui est représenté. C'est aussi bien moi je dis toujours, c'est mieux qu'un pavillon dans une exposition universelle. C'est tout le temps là. Et il y a des millions de personnes et ils voient la Suisse. Ouais, Claude. Les gardes suisses nous sont présentés en uniforme historique, en hallebarde, casque en fer. Ça a beaucoup d'allure, ça a beaucoup de prestance, mais en fait, quelle formation reçoivent-ils ? À quel genre d'intervention sont-ils préparés ? Quel armement ont-ils pour remplir leur mission ? On voit que la question est posée par un militaire. Alors, Claude, je le répète, ils ont la formation suisse complète, puisqu'ils doivent avoir fait leur école recrue. Ensuite, ils sont formés comme gardes du corps, et notamment, ici je l'ai mentionné aussi, en collaboration avec la police tessinoise. Ils vont en séjour à Lausanne et dans les casernes, et ils font des exercices aux armes de poing. Je pense pas qu'ils... Quand on voit le pape en papa mobile, on le voit jamais entouré de gars en costume folklorique de garde suisse. Il y a des gens en costume gris. C'est des gardes. C'est des gardes suisses, mais on les reconnaît pas. Les gardes du corps sont habillés en civil. Et ils sont, eux, formés, ils ont leur pistolet, ils sont formés comme gardes du corps pour faire la défense personnelle du pape en cas d'attaque. Ils sont formés aux armes de poing. Il n'y a pas de canon, il n'y a pas d'armes lourdes. C'est vraiment les armes de poing. Est-ce que vous pourriez nous parler du petit musée qui est à Brigue, de la garde pontificale ? Effectivement, c'est un musée qui a été mis sur pied par l'association des anciens gardes et la section haut-valaisanne à Natters, au-dessus de Brigue. Vous avez une reproduction de la basilique Saint-Pierre qu'on voit de loin, et c'est l'entrée d'une forteresse militaire dans laquelle il y a des salles qui évoquent la garde suisse, qui présentent les costumes, des images. C'est vraiment l'évocation de la vie des gardes. C'est surtout ce qui est touchant, c'est que c'est mis sur pied par d'anciens gardes, donc ils ont vraiment du vécu. Moi,
j'ai jamais vécu là-bas, mais ils ont vraiment tout leur vécu, tous leurs souvenirs. Ils ont des souvenirs toujours extraordinaires. J'ai jamais rencontré un ancien garde qui ne garde pas un merveilleux souvenir de sa période de service passée au Vatican. Alors, je vous conseille, j'y suis allé quelques fois, d'aller visiter, si vous avez eu l'occasion de le faire à Naters, le musée de la garde suisse. Mais est-ce que c'est financé par le Vatican? Pardon? Financé par le Vatican. Mais on n'a pas d'argent, madame. Mais non, c'est bien entendu financé par des dons et ça, pas par le Vatican. Comme je suis français, je peux poser une question qui concerne l'interne à la Suisse. Quelles sont l'origine cantonale des différents gardes suisses? Alors, vous avez dans l'effectif de la garde tous les cantons qui sont représentés. D'ailleurs, tous les cantons ont des communautés catholiques. Il y a des gardes genevois, par exemple. On est à Genève, c'est Calvin. Non, Genève, en majorité, il y a plus de catholiques que de réformés. Mais il y a des gardes genevois. Les plus gros contingents, d'où viennent-ils? Ils viennent généralement des cantons traditionnels, Lucerne, Valais, Fribourg, Argovie. Et dans le canton du Valais, vous savez d'où ils viennent? Tout faux, c'est du Bas-Valais qui viennent en majorité. On croit toujours que c'est les Hauts-Valaisans les seuls sérieux, c'est les Bas-Valaisans qui sont en majorité dans les gardes suisses. Et quand vous regardez les corps de nouveaux gardes, en majorité c'est le Bas-Valais. Le Bas-Valais, la région du Chablais, de Saint-Maurice, ici le centre également, les Bas-Valaisans sont le groupe le plus important parmi les gardes d'origine valaisanne. Voilà, merci beaucoup. Un petit souvenir de Swiss Made Culture pour vous remercier pour votre conférence. Oh là, c'est lourd. Oui. Mais c'est un pavé. Exactement. Et si quelqu'un souhaite poser une question pour les timides, vous pouvez les poser autour du verre de l'amitié. Bonne soirée.